Bonjour à tous, bonjour à toi qui me suis dans cette, aventure. Je vous présente chaque mercredi de belles personnes et je sais que, tu me suis, puisque j'ai des retours, mais peut-être que tu me découvres aussi. Donc, je me présente brièvement, je m'appelle Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga, j'accompagne les personnes pour, devenir plus elles-mêmes et j'aime à me définir comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle grâce à cette chaîne qui met en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être et celles qui sont en capacité de vous accompagner dans cette recherche, qui ont déjà cheminé vers elles-mêmes et qui sont là pour vous éclairer votre chemin et puis aider les autres à devenir plus eux-mêmes. Donc, si ce programme te plaît, je t'invite à t'abonner et puis à partager ces vidéos et à liker, bien sûr, et à commenter. J'aime toujours avoir les commentaires des personnes. C'est toujours très agréable de trouver qu'il y a un échange. Aujourd'hui, on va parler de communication. On va parler de oser son authenticité pour mieux communiquer. Et j'accueille pour en parler une personne que j'apprécie tout particulièrement, Morgane Nectou. Bonjour Morgane. Bonjour Chantal, merci de me recevoir aujourd'hui pour échanger sur ce thème. Je suis ravie d'être là. Ouais, parce que toi, c'est vraiment ta spécialité, on peut dire ça, la communication et aider les autres à aller toucher leur authenticité pour avoir une communication fluide, compréhensible par les autres. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à voir que c'était ton talent, en fait? Moi, en fait, je suis issue à la base plutôt du milieu artistique. Donc, Oui, j'ai toujours j'ai eu un environnement plutôt artistique dans mon enfance. Et d'accord, puis, j'ai commencé à l'adolescence à vouloir faire du théâtre. Donc, je suis allée découvrir le théâtre à travers des ateliers. d'accord. Et ça a été pour moi, je pense, une véritable libération. J'étais quelqu'un qui était plutôt réservé, beaucoup à l'écoute de ce qui se passait, mais j'étais pas forcément très à l'aise dans ma communication. Et à travers le fait de faire du théâtre, de me libérer de mes blocages, j'ai vraiment ressenti une forme d'épanouissement. Et puis j'ai aussi compris que il n'y avait pas vraiment de gens timides. Ça n'existe pas, les gens timides. C'est souvent une étiquette qu'on a mis et puis que nous, un masque qu'on a accepté de porter, d'être timide. Il y a des gens qui vont être plus j'ai envie de dire, dans, dans l'écoute que d'autres. Il y a des gens qui vont Oui, avoir besoin d'intégrer l'environnement avant de s'exprimer. On a différentes manières d'aborder la communication, la relation à l'autre. Mais je pense sincèrement que c'est plutôt des petits outils à acquérir en fonction de sa personnalité pour réussir à trouver son identité de communicant ou de communicante. Et donc, moi, je suis arrivée à la communication à travers l'art, à travers le théâtre. oui, Et dans mon chemin de vie, j'ai été amenée petit à petit à côtoyer le milieu du développement personnel, de la communication non violente, de la communication interpersonnelle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de liens qui se faisaient, en fait, plein de oui. croisements qui se faisaient. Mm, Et que mm. toutes les méthodes que moi j'avais acquises, finalement, pour apprendre à jouer des rôles, pour apprendre à être quelqu'un d'autre, finalement, Oui, toutes ces méthodes-là, je pouvais les mettre au service de gens pour non pas apprendre à être quelqu'un d'autre, mais pour apprendre à être encore plus eux-mêmes. Voilà. d'accord. Donc ça passe Donc, quand même par le jeu. Enfin, quand tu dis que ces techniques-là pour apprendre un rôle, ça veut dire que ça passe par un jeu pour devenir vraiment soi? alors, ça va passer en fait par le lâcher-prise. Ouais, Et quand on est acteur, on est obligé de lâcher prise. On est obligé de se mettre à nu. On est obligé d'accord. d'accepter plein de facettes de nous, de pouvoir on est une éponge, donc on va recevoir ce qu'il y a autour de nous pour justement incarner des rôles qui ne sont pas nous. Mais on va faire un vrai travail d'introspection sur soi pour réussir à chercher en soi ce qu'on va pouvoir mettre au service du personnage. Et là, c'est pareil en fait. On va aller chercher ce qu'il y a en soi
pour pouvoir encore mieux l'incarner dans notre quotidien. Donc, on va aller chercher finalement, lever tous les blocages qu'on a pu avoir, toutes les étiquettes qu'on a pu nous mettre, tous les masques qu'on a pu nous mettre au long, par exemple, de notre enfance, de notre scolarité, peut-être même après de notre environnement professionnel, amical, toutes ces masques qu'on a accepté d'avoir, toutes ces étiquettes, tous ces rôles finalement qu'on a accepté d'endosser pour aller chercher en soi nos véritables identités, qui on est vraiment. Voilà. Et ça passe finalement par un travail d'introspection, par un travail presque ludique. Hein. Il y a des choses qui sont effectivement proches du jeu, un vrai travail ludique, d'aller enlever tous ces blocages, toutes ces limites qu'on s'est mises, parce qu'on doit être comme ci, parce que la société nous demande d'être comme ça, parce que dans tel contexte, il faut qu'on parle comme ci, il faut qu'on bouge comme ça, et trouver en quoi on peut harmoniser qui on est vraiment dans l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Ça, c'est un vrai cheminement d'identité, en fait. Oui, en fait, c'est très profond. C'est au-delà de la communication. Tout à fait. La communication, je dirais que c'est la finalité, enfin, c'est la cerise sur le gâteau. Avec tout ce travail que tu fais faire, on arrive à mieux communiquer. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on sait plus qui on est, ce qu'on incarne, ce qu'on a envie d'incarner, quel sens on va mettre dans notre discours, dans notre manière d'être, dans notre manière de se tenir, dans notre manière d'évoluer, de vivre, plus on va être fluide dans notre communication avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un masque quand on va être avec les autres. On va avoir ce que moi j'appelle, tout individu, il a différentes facettes. On ne va pas être pareil avec notre entourage très très proche, ce qu'on appelle la sphère de l'intime, avec nos amis, avec nos collègues. Voilà, on ne va pas être pareil quand on va aller peut-être faire une activité de loisir avec d'autres personnes. Donc, on a des facettes de nous. Et maîtriser ces facettes, les connaître, accepter qu'on ne va pas tout montrer à tout le monde, ça fait partie d'un travail de communication. Mais les facettes, ce n'est pas le masque. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois aux gens que j'accompagne, aux étudiants que je forme, c'est que avoir conscience de ces facettes et savoir comment on est dans ces facettes-là, c'est pas être dans des masques. Voilà, c'est la différence que je mets. Pour moi, le masque, c'est endosser un rôle qui n'est pas nous. Voilà. Mais oui, et puis moi, ce que j'entends et ce que je comprends, enfin ce que je crois comprendre, c'est que justement, le masque, non seulement c'est pour nous montrer d'une certaine manière à l'autre, mais en fait, ça nous cache à nous-mêmes. Hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est une forme de protection, en fait, qu'on va avoir par rapport à l'extérieur, parce qu'on a l'extérieur attend quelque chose de nous, donc on va se mettre dans ce masque-là. Et puis aussi une forme de protection par rapport à nous, de ne pas aller finalement chercher qui on est vraiment, donc se sécuriser, de masquer peut-être nos émotions, notre ressenti. Et ça peut aussi faire naître des frustrations ou plein de choses comme ça, parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc, on est forcément dans un déni de soi. Donc, on va, au bout d'un moment, à force d'accumuler ces masques-là, on peut se retrouver dans cette situation de frustration extrême parce qu'on ne se sent pas soi-même. Donc, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas compris dans qui on est vraiment. Tout à fait. Et tant qu'on ne se comprend pas, on ne se sent pas compris et on demande à l'autre de nous comprendre. On essaie de se justifier. C'est vraiment pas fluide. Et en fait, ce masque-là, c'est vraiment comme un carcan, quoi. Moi, là, l'image qui me vient, c'est comme un plâtre là qui nous rigidifie aux yeux des autres, mais qui nous empêche aussi, nous, d'être mouvants, d'être en harmonie avec nous-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça que je comprends. Tu vois, à t'écouter, c'est vraiment tout ça qui vient comme image. Et donc, du coup, toi, tu proposes des accompagnements en individuel, en collectif, pour... en fait, ta cible, c'est quand même la communication, la prise de parole en public. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, mais on va au-delà de ça. J'aime toujours et préciser qu'en fait, des outils pour apprendre à bien communiquer, à bien prendre la parole, à placer la voix, etc. Aujourd'hui, surtout avec ce monde de communication extrême, on peut en trouver partout. Il y a des tutos, etc.
Et Ouais. ce qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça que j'ai créé du coup ma méthode que j'ai appelée Oasis, Ben oser oui. être authentique pour s'exprimer avec plus d'impact et de sens, c'est qu'en fait, cette méthode, elle va vraiment travailler de manière circulaire. C'est-à-dire que pour trouver notre identité, on va aller à travailler différentes sphères qui vont être à la fois un travail autour de notre personnalité, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, mais aussi à travers nos émotions, à travers la prise de confiance en soi, à travers le travail de la voix. Connaître, on a tous des couleurs de voix différentes, donc connaître notre couleur de voix, qu'est-ce que ça raconte, comment on va pouvoir utiliser notre voix dans notre prise de parole. Travailler aussi notre posture, parce que ça c'est très important, notre corps, qu'est-ce qu'on raconte dans notre langage corporel, dans notre communication non verbale, parce que ça c'est très important aussi. Il faut savoir que dans un discours, c'est la communication non verbale qu'on va retenir en priorité. Hein, ça c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas encore suffisamment conscience à mon sens. C'est que pour donner une petite anecdote sur laquelle moi j'aime beaucoup appuyer, c'est qu'on retient simplement 7% de notre discours, alors qu'on va retenir 55% de la communication non verbale d'une personne. Ouais. Donc, tout ce qu'on nous apprend, finalement, depuis l'enfance à l'école, de faire de belles phrases, de bien écrire, de construire une belle antithèse, synthèse, tout ce qu'on veut, finalement, quand on va prendre la parole, ça ne va représenter que 7%. Ouais, c'est assez difficile à intégrer, effectivement. Non, mais c'est important de dire ça, parce Ouais. que ça veut dire qu'en fait, si à côté de ça, on n'est pas dans l'énergie de transmettre, si on n'est pas dans la passion de transmettre un message, si on n'est pas dans l'incarnation corporelle de notre discours, et ben en fait, on ne retiendra pas notre discours. On ne marquera pas les esprits. Et ça fait donc partie de la suite de ce chemin dans cette méthode qui est trouver du sens pour avoir plus d'impact. Et tout ça passe par l'entraînement, la mise en action, parce que pour moi, il n'y a pas de secret. Je considère vraiment que prendre la parole, s'exprimer, c'est un peu comme faire du vélo. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, il faut monter dessus, il faut tomber, il faut se prendre une belle gamelle, mais repartir, etc. Et qu'en fait, au-delà des outils, c'est de se les approprier qui est important pour s'entraîner et faire gagner en expérience, en confiance en soi. Ça, c'est important. Si on ne si régulièrement on s'entraîne à prendre la parole et à chercher comment on va réussir à mettre de la nuance dans son discours, comment on va travailler cette écoute de l'autre, comment l'autre nous écoute, etc. Si on travaille sur le terrain, c'est là qu'on va acquérir un maximum d'expérience pour être de plus en plus dans l'incarnation du communicant qu'on veut être. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que... Alors, tu veux dire que qui que ce soit là qui nous regarde, le plus grand des timides, qui se dit timide, pourrait aussi être à l'aise pour faire un discours, oui. Prendre la parole. Et je prendrais un exemple très simple. Alors, je pourrais prendre plein d'exemples, mais je vais prendre 2 exemples qui, pour moi, sont vraiment aussi bien clairs pour plusieurs personnes. Moi, j'ai une enfant préadolescente qui a été classée timide quand elle était peu jeune dans sa scolarité. On a dit, votre fille, elle est timide, elle ne sait pas s'exprimer devant un public. Dans son carnet de notes, c'était marqué timide, a du mal à s'exprimer en classe, etc. Il faut oser prendre la parole, ça, pendant toute sa scolarité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est dit dans sa tête, je suis timide. C'est quelqu'un que tu accompagnes, là. Tu donnes un exemple. Non, là, c'est ma fille. Ah, yes. D'accord. On l'a cataloguée timide. D'accord. Aujourd'hui, avec tout le travail que moi, j'essaye d'accompagner auprès d'elle, de lui faire comprendre qu'en fait, ça, c'est une croyance qu'on lui a mis dans la tête, qu'en fait, fondamentalement, elle n'est pas timide. C'est une enfant qui va être dans l'écoute, que c'est une enfant qui va être plutôt là, pour le coup, dans la construction de son discours, qu'elle va avoir peut-être plus de difficultés à se dire ce que je dis, est-ce que c'est vraiment intéressant, comment je vais le dire, etc. Donc, moins dans la spontanéité. Et en travaillant ça, en essayant de la remettre dans sa spontanéité,
Et Chantal, tu la connais, donc je pense que tu peux même témoigner. Je Elle vois n'est pas pas timide. timide. Non, elle n'est pas timide du tout. Non. Voilà. Non, non. Et là, c'est un exemple concret d'une enfant qu'on a étiquetée timide et du coup, qui en fait, depuis l'enfance, depuis qu'aujourd'hui elle a 12 ans, depuis le début de sa scolarité, en l'étiquetant timide, elle se nomme comme quelqu'un de timide. Et je prends un exemple pour tous ceux qui nous regardent, beaucoup plus connus. Si vous connaissez du coup David Laroche, Oui. grand conférencier, grand spécialiste du développement personnel, communication, confiance en soi, David se dénomine comme quelqu'un d'extrêmement timide quand il était jeune. Il a eu pas mal de soucis personnels, etc. Enfant très angoissé, tendance suicidaire, etc. à l'adolescence. Et puis un jour, il a voulu passer l'autre cap en disant « Mais non, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas envie d'être ça ». Il est parti dans la rue et ses premières conférences qu'il les a faites, il les a faites sur des places. Il s'est mis en plein milieu de la place, il a commencé à parler de son thème et il a essayé de voir dans son discours si les gens s'arrêtaient pour l'écouter. C'est comme ça qu'il a commencé, David Laroche. Et en fait, petit à petit, à force de le faire, de le refaire et de le refaire, de tester son discours dans la rue, de voir si les gens s'arrêtaient, les gens se sont mis à s'arrêter. Et ça a été le déclencheur pour lui de se lancer le challenge, de monter petit à petit ses étapes, de devenir aujourd'hui le conférencier qu'on connaît, qui a plus aucun souci à s'exprimer devant 300, 600, 1000 personnes. Voilà. Mais à un moment donné, il a switché, il a accepté de se dire je vais me confronter à tout ce qu'on m'a toujours intégré, finalement tout ce qu'on m'a toujours renvoyé, que j'étais quelqu'un de timide, réservé, que je ne savais pas m'exprimer, etc., en allant directement me confronter dehors à est-ce que quand je parle, les gens s'arrêtent. Et à force de partager son discours, d'avoir la passion de dire je vais partager ce qui me tient à cœur, et les gens se sont arrêtés et il est devenu aujourd'hui le conférencier qu'on connaît. Je ne sais pas si tu vois en fait la force de se dire à un moment donné, quand on sait pourquoi on s'exprime, quand on sait pourquoi on a envie de le dire, on met de l'énergie, on met de la passion à partager ce discours-là. Ouais, ça j'entends. Par contre, je me dis qu'il y a quand même des personnes qui sont petits, quand ils sont enfants, on ne leur met pas cette étiquette-là. Ça veut dire qu'ils sont déjà à l'aise pour ils seraient déjà à l'aise pour prendre la parole en public? Il y a des gens, en fait, à qui on ne va pas, si tu veux, mettre de limites. On ne va pas les stigmatiser. Aujourd'hui, il y a quand même une facilité à mettre des petites étiquettes en disant toi, tu es un peu comme ci, toi, tu es un peu comme ça. Et l'étiquette peut aussi faire que la personne va s'identifier à cette étiquette. C'est réconfortant d'une certaine manière aussi quand on est quelqu'un qui est peut-être dans l'écoute plus que dans la discussion, dans le discours. Naturellement, voilà. Ceux qui sont plus dans l'écoute, on va facilement leur dire toi, tu es timide, tu es introverti. C'est pareil, introverti, timide? Alors, pour moi, introverti, c'est quelque chose qui va être quand même très fort. C'est-à-dire qu'on est proche de presque, je dirais que c'est l'étape au-dessus, tu vois. La timidité, pour moi, c'est une forme de réserve qui souvent est quand même plus associée, encore une fois, à quelqu'un qui est dans l'écoute plutôt que quelqu'un qui va être dans le discours. Et quand on sait que la communication, c'est avant tout de l'écoute, on peut se dire que finalement, c'est quand même des gens qui communiquent. Mais ça, c'est un autre discours. Mais après, introverti, c'est pour moi la table du dessus, c'est-à-dire le moment où, en fait, corporellement, tout devient en fait beaucoup plus lourd et on va être dans une forme de repli sur soi, beaucoup plus importante. Un timide, il va pouvoir sortir avec des gens, il va pouvoir être à une table avec des gens, c'est pas pour ça qu'il va parler, mais il va capter, il va écouter et il aura le mot juste au moment juste. Peut-être pas fort, mais il aura quand même le mot juste au moment juste pour moi. Un introverti, c'est plutôt quelqu'un qui, à mon sens, va être dans du blocage. C'est-à-dire que même sortir va devenir un effort. Même aller devant quelqu'un, ça va devenir un effort. Tu vois.
un véritable effort. Mais c'est vrai que pour revenir sur cette idée d'étiquette, je pense que fondamentalement, on a tous reçu des étiquettes dans notre vécu, à l'enfance, mais après dans notre société, par rapport au poste qu'on emploie, qu'on a, etc. Et cette étiquette-là, finalement, on l'apporte comme notre... On revient sur le système du masque. C'est-à-dire que c'est facile de se cacher derrière cette étiquette-là. Oui, tout à fait. Plutôt que d'aller ouvrir notre champ de possible et de se dire, est-ce que fondamentalement, j'ai envie de représenter ça? Oui, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de prendre la parole devant les autres, sauf que, enfin, en public, c'est quelque chose de particulier, mais de prendre la parole spontanément quand on est à table, ou il y a des personnes qui prennent jamais la parole parce qu'elles osent pas, et ça, c'est quand même limitant, freinant et pas épanouissant. Donc, c'est vrai que je pense que tout le monde a ce droit-là à la parole, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation vécue. Et il y a des personnes, même ça, ne vont pas oser. Mais souvent, c'est aussi lié à des croyances, tu vois, qui sont plus anciennes. Et puis à la place, et là, c'est là que je dis que l'écoute est importante, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une société, j'aime beaucoup ce terme-là, un peu de surcommunication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le silence, il fait peur. Ah ouais. Le vide, il fait peur. Donc, les gens qui vont avoir une aisance à parler de tout et de rien, ils vont chercher à combler. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce silence. C'est vrai, ça. Ouais. Et du coup, une personne qui va être plutôt dans la réflexion, dans l'écoute, eh ben, elle va très vite se sentir un petit peu étouffée par ce trop de communication. Moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques années avec des amis qui étaient des gens dont la simple présence suffisait à apporter un besoin. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas forcément de se parler c'est vrai. pour être bien. Mais on a des gens qui, au contraire, je pense qu'on en connaît tous, qui vont avoir un tel besoin de parler, qu'en plus, souvent, ça part dans tous les sens. C'est un vrai feu d'artifice. On a à peine suivi, on passe du coq à l'âne, on ne sait plus trop ce qui était le point de début de la conversation. Et face à ces gens-là, eh ben, si on est quelqu'un qui va être plutôt dans ce besoin de silence, ce besoin d'incarnation de l'autre, eh ben, on va se retrouver à se taire. Puisque oui, je comprends. C'est vrai, tu as raison, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester avec des blancs, comme on dit. Oui. Hein, c'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, ils comblent, et c'est même fatigant, on les écoute même plus. C'est vrai que moi, ça m'intéresse pas non plus, ce genre de personnes. Donc, en fait, c'est trouver le juste équilibre. Est-ce que, du coup, des fois, dans des groupes, tu as des personnes qui sont plutôt dans ça, à parler, à babiller, à blablablater, et du coup, à réajuster pour justement trouver la parole juste, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un vrai travail, tu vois, de réussir à dire, en fait, que les gens comprennent que finalement, de trop parler les dessert d'une certaine manière, tu vois, dans leur identité de communicant. Parce que comme tu dis, à force de blablater, on n'a rien retenu de ce qu'ils nous avaient dit. Et puis, des fois, on va même aller les voir à reculons parce qu'on va se dire, oh là là, il va me casser les oreilles. Et au final, je ne vais pas me sentir entendue. Ça, c'est hyper important. Et dans ces relations-là, il y a une espèce de communication qui ne se fait pas finalement. C'est que vous êtes là pour l'écouter, mais est-ce que ils vous écoutent? Ils n'ont pas le temps de vous écouter. Donc, en fait, c'est ces gens-là qui ont cette problématique-là. Souvent, elles viennent me voir pourquoi? Elles viennent me voir parce qu'en fait, elles ne se sentent pas entendues. C'est ce que j'allais dire. Elles parlent beaucoup. Ouais. Donc, c'est retravailler sur pourquoi tu parles en fait. Est-ce que un silence ne vaut pas plus que de vouloir boucher les trous et parler à tout prix?
Et Ah ouais, ça, je trouve ça c'est… vraiment intéressant parce que du coup, tu vois, on passe d'un extrême à l'autre et c'est comme tous les extrêmes, il n'y en a pas un mieux que l'autre, en fait. Non. C'est vraiment retrouver le juste équilibre pour se sentir entendu. Parce que Mm. c'est ça l'objectif, en fait. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, la communication, il faut se dire que c'est avant tout de l'écoute. Mm. Et aujourd'hui, si tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu écoutes. Mm. Et plus tu vas écouter, plus on va t'écouter. Mm. Donc, c'est vraiment ce travail-là. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un qui va beaucoup parler, finalement, au bout d'un moment, on ne va plus l'écouter, cette Non, personne-là. Donc, c'est elle vrai. va perdre finalement son but premier qui était d'être entendue. Ouais, ouais, je Donc, c'est comprends. trouver cette harmonie Ouais. et de ne plus avoir peur du silence, parce que quand on a peur du silence, souvent, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ouais. Alors, étonnamment, on pourrait se dire, bah oui, mais pourtant, elle parle beaucoup, donc c'est qu'elle est à Ouais. l'aise, qu'elle a confiance en… Ouais. Non, Ouais. elle comble. Ouais, comble. C'est-à-dire que s'incarner pleinement soi en ne disant rien, c'est pas possible pour ces personnes-là. Mm. Souvent, bah, elles ont un problème avec leur image, avec ce qu'elles renvoient, et elles vont parler pour combler ça. Mm. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, tu vois, je suis en train de me dire que c'est peut-être encore plus compliqué pour ces gens-là d'apprendre à écouter que pour les personnes qui sont qui ont cette capacité, cette facilité à écouter l'autre, et apprendre à prendre la parole. Ok, donc ça c'est un pas, mais il me semble que c'est plus difficile d'apprendre à écouter quand on n'a pas cette facilité-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mm. Et prendre conscience, surtout, Ouais, parce que ouais, c'est le premier point, en fait. ouais, Prendre conscience qu'à un moment donné, bah, dans notre discours, il va falloir changer les choses et ouais, s'autoriser au silence. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui est pas forcément simple, parce que là encore, ces gens-là, ils portent l'étiquette du bavard quand il était ouais, petit. Il porte, tu vois, il a aussi cette petite étiquette entre guillemets, cette ouais, personne-là. Donc, ouais, ou alors du bout en train qui met l'ambiance et qui parle tout le temps, celui qui raconte des blagues. Mais à ouais, quel moment il est sérieux, tu vois, et ouais, à quel c'est ça. moment Ouais, il a une facette où on le prend au sérieux? Parce qu'il ouais, peut y avoir cette facette-là de ouais, mais tiens, je sais pas, Thomas, c'est celui qui raconte des blagues en soirée, donc on est content de l'avoir. Voilà, c'est le bout en train, il va ouais, beaucoup être à parler, à tchatcher, c'est bien et tout. Mais finalement, ces gens-là, ils peuvent aussi être dans une forme de distorsion avec l'idée bah, qu'ils n'ont pas envie d'être vus que sous ça, comme, ouais. Ou tu alors ils vois, s'obligent à être comme ça comme ça. parce que c'est ce qu'on attend d'eux et donc du coup, Mm. des fois c'est même pas drôle. Ils s'obligent quoi en fait. Oui, c'est ça, Ouais, ouais. Ils perdent le sens en fait. c'est ça. Mmh. Donc, c'est vrai que dans l'idée de moi, ce que je propose dans le travail, c'est d'aller au-delà vraiment de cette histoire de communication, c'est de comprendre le principe de la communication, mais Mmh. c'est vrai aussi, c'est de remettre du sens. Pourquoi je Mmh. parle et est-ce que j'ai vraiment raison de parler là? Mmh. Hein, c'est un peu la question aussi de se dire, bah, si je veux que mon message soit entendu, il faut que je sache pourquoi je le dis, sinon ça Mmh. n'a rien. Voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est un sacré boulot quand même. Effectivement. Ouais, Et je trouve que ça serait presque un passage obligé pour tous parce que on passe tous par la communication, on a tous besoin d'être entendus mm, et on s'y prend parfois enfin pas comme il faut. On voit mm. bien qu'il y a un décalage et je trouve que c'est chouette ce que tu proposes. Ouais. Mmh. Donc en individuel aussi, hein, tu dis, hein? Ouais, ouais. Mmh. En OK. collectif, en individuel. Et ce qui est Bah, intéressant aussi, c'est que la communication, c'est aussi beaucoup de transfert d'énergie les uns envers les autres, hein, oui. dans l'humain. Et comment toi, quand tu es à l'aise dans ta communication, tu peux être là pour mettre en lumière les autres à travers ta présence. Et ça, c'est un autre travail qu'on a dans le groupe, c'est-à-dire comment les personnes qui, par déjà leur prestance, leur charisme, vont réussir à s'exprimer,
leur apprendre à ne pas être dans « j'écrase l'autre parce que j'ai de la présence », mais au contraire, je vais utiliser, moi, ma plus-value pour mettre en lumière les gens qui, eux, sont peut-être dans ce chemin d'essayer d'harmoniser leur communication, leur identité de communicant. Et ça, c'est un véritable travail aussi que moi, j'essaye de faire dans mes groupes pour comprendre, en fait, que un bon communicant, il peut aussi favoriser la communication autour de lui. C'est en fait, là, du coup, on parle de la juste place? Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on communique beaucoup, on peut avoir, dans un groupe, peur de prendre trop de place. Bien sûr. Et puis, on peut avoir aussi... alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au théâtre. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, j'en parle, parce que je trouve que moi, je l'ai vraiment pris dans tout mon parcours professionnel. C'est vraiment, comme je fais encore du théâtre à côté, que j'accompagne encore des profils amateurs, donc je vois plein de gens que je vais diriger, que je vais aiguiller sur des rôles, mais aussi en partant de leur essence, forcément. Et c'est aussi comprendre comment, au théâtre, c'est ça, en fait, comment un personnage, il peut mettre en lumière d'autres personnages sur scène. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. D'accord. D'une certaine manière, là, c'est ce que tu fais, hein, Chantal, dans tes interviews, tu mets en lumière d'autres personnes, mais ça, c'est possible dans tout le quotidien, à travers notre écoute, peut-être reposer les questions, reformuler, s'intéresser à l'autre. Et parce qu'on s'intéresse à l'autre, l'autre va s'intéresser à soi. Vous voyez il y a aussi ces choses-là. Donc, c'est toujours dans cette dynamique de se dire, quand je vais envoyer une belle énergie dans ma communication, forcément, je peux recevoir en cadeau une belle énergie en retour. Voilà. Et la communication, pour moi, c'est vraiment un passage d'énergie. Ouais, tout à fait. Et je trouve que, du coup, le théâtre, c'est quand même un bon moyen. Alors, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet comme encore une fois, je disais, de lâcher prise, d'aller chercher des choses complètement hors de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ça aide beaucoup. On le voit, par exemple, chez les enfants, comment ça va permettre aussi de débloquer. Mais on peut l'aborder aussi simplement déjà en jeu de rôle dans le cadre professionnel, dans l'entraînement comme ça, de se remettre dans des situations très concrètes et aussi de faire prendre la place. Par exemple, souvent, quand on est dans la communication interpersonnelle, il y a des gens qui vont dire « mon problème, c'est toujours mon responsable ou c'est toujours les collègues, machin, parce que… » Et là, on va pouvoir, à travers le jeu de rôle de communicants, se dire « voilà, ok, tu fais ton collègue. » Et dans le jeu, et tu vas voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que le théâtre, il aide à incarner tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, non, c'est chouette. Donc, en fait, tu as comme cible les entreprises aussi, pour le coup. Oui. Oui, d'accord. Alors, moi, j'aide aussi les entreprises au sein même de leur structure. Dans leurs équipes, pour que les salariés, déjà, ils ont une communication plus fluide les uns entre les autres, parce que ça, c'est hyper important dans le milieu aujourd'hui du salariat, de l'entreprise. On cherche aussi à ce que les salariés soient dans un état de bien-être au travail, donc la communication fait aussi partie de cette nécessité-là. Et puis ensuite, j'accompagne du coup aussi des fois les dirigeants simplement d'entreprise, qui, eux, vont avoir besoin aussi d'avoir une communication plus fluide avec leur équipe ou avec l'extérieur, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication. Moi, j'aime beaucoup la variété des publics. Donc, c'est vrai que ça peut m'amener à travailler aussi bien avec des étudiants qu'avec des alternants, qu'avec des entreprises, qu'avec en face à face des dirigeants, avec des salariés qui sont des fois en difficulté au sein de leur structure, et qui, eux, d'une démarche personnelle, se disent « non, ma communication, ça ne fonctionne pas, je ne fais que de me faire braquer avec mes collègues, émotionnellement, je n'arrive pas à m'en sortir parce que ça m'atteint trop. Comment je vais pouvoir travailler mon identité de communicant pour être mieux compris par mon contexte pro ?» Donc, c'est vraiment très différent comme cible, avec quand même j'ai envie de dire
une tendance à aller accompagner les femmes parce que c'est vraiment aujourd'hui, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la parole féminine. Parce que je crois qu'on a été aussi énormément ballottées entre la femme aujourd'hui, il faut qu'elle soit dans une dynamique professionnelle, à la fois dans une dynamique familiale. On a beaucoup de casquettes déjà à assumer. Et je trouve que dans ce travail de prise de parole féminine, on a les femmes pataugent un peu parce qu'on n'a pas forcément compris comment assumer à la fois la féminité et à la fois notre leadership, à la fois notre… Voilà, donc c'est un peu encore… voilà, moi, je vois encore beaucoup de femmes qui incarnent une forme de dureté, un aspect très masculin parce qu'elles sont à des postes haut placés et que le schéma qu'elles ont, c'est des hommes. Ouais, je comprends. Donc, trouver comment, en incarnant pleinement notre féminité, qui on est en tant que femme, avec nos problématiques de femme, avec notre posture de femme, on peut trouver cette présence-là dans notre prise de parole sans passer par des schémas masculins. Ouais. Devenir leader, mais en gardant sa féminité. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Et en tout cas, voilà, mais c'est valable pour les hommes dans la communication, hein. Harmoniser le yin et le yang, l'aspect féminin et masculin chez chacun. Et chez la femme aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi tout un combat qui a été mené ces dernières années sur l'égalité homme-femme, sur la réévaluation des salaires, etc. Malheureusement, on a un peu mis de côté l'aspect féminin dans certains postes et les femmes se retrouvent dans des univers des fois très masculins et du coup, le schéma qu'elles ont, c'est de copier, d'imiter les hommes qu'elles ont autour d'elles, en fait. Ouais. Je comprends. Mais du coup, ça n'exclut pas les particuliers qui peuvent venir vers toi. Hein, on est d'accord, c'est important de le préciser. Ouais. Donc, pour te contacter, on mettra les liens sous la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à contacter Morgane pour vous faire accompagner justement dans cette problématique de communication. Et puis, du coup, j'en profite puisque je rebondis un petit peu sur cet accompagnement de femmes en particulier. Je sais que pour y participer, que tu as impulsé ce réseau de talents au féminin. Je t'en remercie d'ailleurs, j'en profite parce que je trouve que c'est un beau réseau, je m'y retrouve vraiment très bien et ce sont des belles personnes. Merci. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un autre interview parce que ce n'est pas l'endroit ni le moment, mais que tu puisses nous en parler. Bien sûr, oui. Avec grand plaisir, ce sera l'occasion effectivement de se parler du réseau Talent au féminin qui va avoir 3 ans et qui permet de soutenir tout l'entrepreneuriat féminin et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, ça va faire plusieurs années que je suis dans l'entrepreneuriat et du coup, c'est vrai que de pouvoir à mon tour proposer ce réseau de partage, d'échange, dans la bienveillance, dans la non-concurrence, avec vraiment une solidarité très forte, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je serais ravie de pouvoir effectivement en reparler. Une bonne idée. Donc, on va se donner rendez-vous peut-être en début d'année 2022 pour parler de ce réseau. Et si vous avez des projets ou si vous êtes entrepreneuse et que vous vous sentez un peu seule, n'hésitez pas d'ores et déjà, à aller sur Facebook, sur Talent au féminin et vous pourrez retrouver de très belles personnes. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, Morgane? Alors, juste, j'avais envie de conclure par une petite citation que moi j'aime beaucoup, qui est sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose qui me parle à chaque fois. Voilà, parce que je crois que l'imitation, c'est quelque chose qui nous sécurise beaucoup. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est plutôt de travailler profondément sur qui on est, quel être humain on est. On est tous différents. Et qu'il n'y a aucun intérêt finalement à vouloir ressembler à un tel ou un tel. Ce n'est pas là qu'on va trouver notre bonheur. Hein. On va vivre une vie par procuration plus qu'incarner pleinement et vivre pleinement notre vie en fait. Donc voilà, sois toi-même. Merci pour cette citation qui me fait grand bien aussi, je prends. Parce que parfois on a tendance à l'oublier, c'est vrai. Merci beaucoup Morgane. Alors du coup, je te dis à très bientôt. Et puis bon vent et plein de bonnes choses pour toi. Merci. Au revoir. Au revoir.
Eh bien oui, effectivement, j'aime bien ce mot de la fin parce qu'on a tendance toujours à se comparer et quand il y a comparaison, il n'y a plus d'amour de soi et ça n'a pas de sens. Nous sommes tous uniques et ça, c'est super chouette. Souvenez-vous que finalement, vous n'avez plus à vous comparer, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous met à mal. Donc, merci Morgane pour toutes ces explications qui nous éclairent un petit peu sur notre communication. Si vous avez l'impression de ne pas vous faire entendre, de ne pas vous faire comprendre, eh bien, n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est toujours très, 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 très bénéfique de se faire accompagner. J'en suis la preuve vivante. Ma vie, elle a complètement changé grâce à tous les accompagnements que j'ai faits. Et maintenant, je me sens maintenant à ma place et ça, c'est super. Donc, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à liker, à partager un maximum cette interview si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.